bonsoir à tous. Bienvenue à Reims pour cette nouvelle étape des forums de la transition énergétique que nous faisons depuis maintenant 2019 à travers la France pour essayer d'échanger avec vous, de présenter un petit peu tous les deux des grands défis qui vont se présenter à nous, défis sanitaires et défis environnementaux. Et puis aussi pour voir un petit peu ce qui se fait en région, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, notamment en ce qui concerne la protection contre les particules, mais aussi pour réduire les effets du CO2. Et je vais appeler donc Anne Desvéronnières. Vous êtes vice-présidente de l'environnement et à la transition énergétique et à la bioéconomie à la communauté urbaine du Grand Reims. C'est bien ça. Laure Miller. Alors, Laure Miller, vous êtes adjointe déléguée à l'écologie, à la nature en ville et aux aménagements publics à la mairie de Reims. Jean-Marie Chauvet. Vous êtes directeur de la fondation Jacques Bohan. Et puis enfin, Guillaume Thierny. Et vous êtes directeur général de la régie départementale des transports des Ardennes et de la compagnie des transports du Bas-Rhin. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table sur ce premier sujet, c'est de savoir un petit peu quelles sont les initiatives concrètes qui ont eu lieu dans les territoires, et notamment dans cette région de Reims et du Grand Est, en matière de transition écologique. Je voudrais... Madame Desvéronnières, vous posez la première question. Voilà, je voudrais savoir, alors, une caractéristique, c'est vrai, je vous en ai pas parlé, de Scania, c'est qu'on a la gamme la plus large d'énergie alternative disponible, et que, donc, ça permet de pouvoir conseiller sur une énergie ou une autre, et nous ne sommes pas énergéticiens, donc on n'a pas une énergie à produire ou à promouvoir. On a un discours qui est objectif aussi grâce à vous. Et parmi ces énergies, il y en a eu une qu'on est la seule marque à promouvoir, c'est le D95 qui est l'éthanol. Et cet éthanol, on l'a fait homologuer en France il y a quelques années. Et d'ailleurs, la mairie de Reims avait avait testé des autobus sur justement avec ce carburant ED95. Et je voudrais savoir comment aujourd'hui vous décarbonez, quelles sont les leçons qu'on peut tirer, et comment vous décarbonez aujourd'hui le parc pour essayer de rentrer et de correspondre à cette transition énergétique. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous avons fait un essai qui a été furtif sur le ED95 parce que nous sommes un territoire d'innovation. Donc c'est Jean-Marie Chauvet d'ailleurs qui avait été à l'initiative de cet événement, et il pourra nous en dire un mot tout à l'heure. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'être exemplaire. On fait beaucoup de tests et j'ai pris quelques chiffres pour vous les donner. Donc aujourd'hui, on a des bus au GNV ou au bio-GNV qui sont prioritairement avec des circuits courts. En fait, on essaie de faire un circuit local avec des unités de méthanisation qui viennent des alentours de 50 km environ. Parce qu'on a également commandé des bus GNV. Il y en a 7 ou 8 qui viendront enrichir le parc de Citura prochainement. On a également des bus BHNS qui vont être commandés pour des bus électriques à batterie ou des piles à combustible. Et par ailleurs, nous avons fait évoluer notre parc automobile. Aujourd'hui, sur le Reims et le Grand Reims, donc par exemple sur Reims, on a une trentaine de véhicules électriques par rapport aux 291 de la collectivité. Sur le Grand Reims, on en a 35 sur les 484. Également, on essaie de travailler sur les livraisons du dernier kilomètre et de favoriser les poses de bornes électriques qui s'appellent les infrastructures de recharge de véhicules électriques, les IRVE. On en a 10 qui ont été installés l'année dernière sur Reims et 6 qui ont été installés par le CIEM. Chacune est double, donc on en a installé un petit peu partout sur le Grand Reims, de sorte à ce qu'aujourd'hui on en a 32 sur Reims et 44 sur le Grand Reims. On réfléchit aussi à un schéma directeur pour pouvoir donner les informations aux porteurs de véhicules électriques pour avoir les points de référence. Oui, parce que ça c'est vraiment crucial, ouais, le réseau. C'est primordial parce que sinon en fait c'est bien d'avoir un véhicule électrique, mais si on ne sait pas où aller le recharger, ou alors les personnes qui ne sont pas de la région, c'est bien qu'elles puissent les identifier. Et puis nous avons également nos collectes des ordures ménagères qui se font aujourd'hui avec Suez et qui sont au GNV, et on a demandé en fait à Suez d'acquérir 26 bennes avitaillées en GNV. Donc je sais qu'il y a des collectivités qui ont décidé de partager en fait avec les transporteurs ces stations.
c'est pas forcément à l'étude aujourd'hui, mais c'est une solution qu'on connaît et que forcément on étudiera. Parce que si vous n'avez pas les stations d'avitaillement pour le bio-GNV ou le GNV, je ne vois pas comment vous pourriez les déployer en fait pour vos entreprises cette énergie. Merci beaucoup. Monsieur Tierney, je me tourne vers vous. Alors, vous, en tant que transporteur de voyageurs, vous avez été, et vous êtes confronté évidemment au verdissement de votre parc. Quelles sont les actions que vous avez mises en place à aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, si vous le permettez, je vais quand même préciser ce qu'est la RDTA et la CTVR. Oui, absolument. La RDTA, la Régie des Transports des Ardennes, entreprise interurbaine avec une activité très classique, avec des lignes régulières, du transport à la demande et une grosse majorité de services scolaires. La compagnie des transports du Bas-Rhin, donc qui se trouve à Strasbourg, elle opère des lignes régulières uniquement et toutes de moins de 50 km. Donc on est vraiment dans le bassin de vie de Strasbourg. Ce sont les deux entreprises qui appartiennent à la région et qui sont spécialisées dans le transport interurbain de voyageurs par la route. À ce titre-là, elles ont comme mission notamment d'être des laboratoires d'expérimentation pour leur autorité organisatrice, donc encore une fois la région Grand Est, et vous l'avez dit tout à l'heure, la problématique du verdissement global dans la région est important, et donc les deux entreprises travaillent étroitement avec les élus et les services de la région pour développer ce verdissement. On est donc entre les deux entreprises sur deux problématiques très différentes. On a un département très long de l'entreprise. Aujourd'hui, sur les actions mises en place, elles concernent principalement le territoire des Ardennes, puisqu'en 2018, je n'étais pas encore dans l'entreprise. Les choses vont changer. Voilà, sous l'impulsion de sa présidente Pascale Gaillot, il y a un projet qui a été baptisé Cap 21, qui comportait deux volets. D'une part, la création d'une station GNV sur le dépôt de Prix-les-Mézières, qui se trouve juste à côté de Charleville, et l'acquisition de 36 cars GNV. C'est un projet d'entreprise qui, du coup, pendant pratiquement 1 an et demi, a mobilisé l'ensemble des équipes et vraiment qui a constitué un vrai projet d'entreprise. Fin août 2021, la station GNV a été inaugurée et on a mis en circulation à la rentrée scolaire 20 premiers cars sur les 36 qui rejoindront l'entreprise d'ici 2024. À la compagnie des transports du Bas-Rhin, on reçoit 5 premiers cars GNV les prochains jours normalement, mais j'ai appris qu'il y aurait un petit peu de retard, donc ce sera plutôt fin octobre. D'accord. Donc voilà. Là, beaucoup, on est vraiment dans le GNV, le bio-GNV, c'est ça ? Oui. GNV pour l'instant, mais avec un vrai objectif de décarbonation. Voilà, complètement. L'objectif, c'est de se rapprocher au plus près. C'est pour ça que finalement, ça constitue un point de départ. Cette station GNV dans les Ardennes, elle constitue un point de départ pour donner l'impulsion pour la suite. Très bien. Merci beaucoup. Jean-Marie Chauvet, vous êtes donc directeur de la Fondation Jacques Bohan, qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années et qui visait donc à regrouper dans un même lieu près de Reims laboratoires, entreprises, centres de recherche, si je ne me trompe pas. Ne vous trompez pas, non ? Ah bon, ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Quel est l'état aujourd'hui des initiatives de la Fondation ? Alors, j'avais juste envie quand même, avant de parler de ces 10 ans, parce que l'histoire, bon, on est sur le domaine des transports routiers, donc nous, l'approche des transports routiers, c'est essentiellement par les biocarburants. C'est vraiment une histoire ancienne chez nous. Hein. Alors, anecdotiquement, sur le circuit de Gueux, des voitures roulaient au ternaire au début du XXe siècle, donc c'est la période un peu Henry Ford, mais des expériences d'utilisation de biocarburants ont été lancées dans la région très tôt, aussi bien sur la filière
on va l'appeler diester, comme tout le monde le connaît, ou donc biodiesel, que sur la filière éthanol. Donc, on était d'ailleurs présent au premier forum européen sur les biocarburants à Orléans en 1994. Et à cette époque-là, on avait déjà fait le point sur la mairie de Reims qui utilisait alors on ne l'appelait pas E5 à l'époque, c'était 5% d'éthanol dans les essences des voitures de service. La Ture, qui ne s'appelait pas Citura, utilisait déjà du biodiesel. Je vois à mon avis Yves-Marie Laurent qui est présent et qui... il a dû tomber d'ailleurs dans une marmite de biodiesel tellement il en a assuré une promotion et des développements très importants. Je crois que les transports du rang, je ne sais pas s'ils sont présents dans la salle, mais sont aussi engagés. Donc c'est vraiment une histoire assez ancienne et qui dure encore aujourd'hui et qui nous permet encore de nous projeter dans la suite. Alors la fondation Jacques de Bohan, dire que c'était quand même un homme, un agriculteur qui était le fondateur d'une coopérative qui s'est appelée Champagne Céréales, qui a ensuite évolué vers une nouvelle structure qui s'appelle Vivesia. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a rassemblé et qui avait une vision de l'avenir. C'était le premier d'ailleurs aussi à lancer des relations avec le monde académique. C'était quand même pas évident qu'un président de COP aille parler avec le président de l'université. Alors ça avait été aidé d'ailleurs par une personne, excusez-moi de faire des détours historiques, mais ils sont tellement importants pour comprendre là où on est aujourd'hui, par Serge Kochman, qui était maire adjoint de la ville de Reims, qui est décédé depuis une vingtaine d'années, mais qui a mis en relation aussi ce monde-là pour arriver à ce triptyque, je dirais, industrie, agro-industrie en l'occurrence, mais basé sur l'agriculture, le monde politique et puis le monde de la recherche. Donc ce triptyque qui a si bien réussi dans des villes comme Grenoble, dans des domaines, nous on l'a appliqué dans ce domaine qu'on appelle la bioéconomie, et j'arrive à cette fondation, donc Jacques de Bohan. Donc Jacques de Bohan, vous avez compris, était agriculteur. Fondation qui évolue d'ailleurs, bon je vais rester directeur pour quelque temps, mais elle évolue parce que les choses évoluent. Et effectivement, il y a une dizaine d'années, dans la dynamique du pôle de compétitivité, vous voyez, ça fait beaucoup de choses à dire, mais le pôle de compétitivité, ça s'inscrit aussi dans la politique française qui, depuis une quinzaine d'années, se dit, mince, on a vu partir beaucoup d'industries, il n'y a plus d'industrie, comment on fait pour réindustrialiser la France? Ce dont on parle aujourd'hui, c'était quand même réfléchi depuis quand même assez longtemps. Et donc, dans ce cadre du pôle de compétitivité, donc on a souhaité, sur le site de Bazancourt, à quelques kilomètres d'ici, essayer d'intensifier l'effort de recherche qui avait d'abord été porté par les entreprises, notamment à travers une structure qui s'appelait Agro-Industrie Recherche et Développement, qui existe toujours, mais depuis très longtemps, on rêvait de faire venir, aux côtés de l'Université de Reims, l'agro de Paris, c'était pour nous un peu un Graal, en tout cas un objectif que de les faire venir. Ils sont là maintenant. On a aussi l'école centrale qui a changé de nom, qui s'appelle Centrale Supélec, et on a Neoma Business School, bien sûr, aux côtés de notre université locale, qui a bien sûr toute sa place. Et voilà, dans les 10 dernières années, donc dans la dynamique du pôle de compétitivité, on a véritablement développé un campus de recherche essentiellement, au cœur d'un gros complexe industriel, qui lui-même s'est énormément développé. Donc en fait, c'est assez difficile pour moi de vous raconter ce qui s'est passé en 10 ans, et par contre, ça a des racines très profondes, comme je vais vous l'expliquer, mais vous expliquer ce qui s'est passé en 10 ans, et on a aujourd'hui un site quasiment unique en Europe, et qui, je pense, fait la fierté à la fois du Grand Reims, mais aussi de la région Grand Est. Mais je pense qu'on peut saluer cette initiative qui était précurseur en la matière. Et on le voit d'ailleurs notamment avec la tendance aujourd'hui et toutes les actions qui sont faites pour l'électrification, où ça ne peut pas être qu'un acteur qui le porte, mais il va falloir une collaboration très large entre les constructeurs, les énergéticiens, les fabricants d'infrastructures, faire beaucoup de recherches aussi. Et vraiment, il y a une... Et puis aussi le voisinage, c'est aussi un autre aspect de la société, mais c'est des questions aussi importantes à traiter. En tout cas, cette dimension de rien pouvoir faire seul, elle est extrêmement importante. C'est porter même dans l'essence de la coopération agricole. C'est être ensemble pour aller plus loin. Et il y avait une phrase célèbre qui avait été « faisons nos affaires nous-mêmes ». Alors, c'est pas nous de politesse, c'est un nous collectif. Et donc, c'est une façon de dire « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que ne pas forcément attendre que ça vienne. Et ce qui est intéressant de voir, nous, on s'inscrit maintenant dans ce mouvement qu'on appelle la bioéconomie, qui est l'économie du vivant, de la matière végétale, qui est d'ailleurs circulaire par nature, puisque vous faisiez référence au gaz carbonique.
carbonique, les végétaux absorbent le gaz carbonique, ensuite on le transforme, et puis après il faut rester le plus vertueux possible. Donc ça, c'est un vrai challenge. Voilà, donc on est vraiment engagé dans ce mouvement tous ensemble, et maintenant on va au-delà de coopérer entre nous agriculteurs, on coopère avec le monde agricole et le monde industriel, et peut-être demain avec les grands pétroliers. Les relations n'ont pas toujours été simples, mais elles s'améliorent. Elles s'améliorent. Et la région de Reims a donc été, comme je le disais tout à l'heure, en avance sur son temps. Laure Miller, vous avez introduit un disque vert il y a quelques années, où il a été introduit au niveau de Reims, un disque vert qui a été soutenu par l'ADEME, et dont le but était de promouvoir la mixité dans les transports, et qui est même devenu une référence nationale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est une action très très concrète du coup. Oui, effectivement, on est dans le concret. Le disque vert, effectivement, on l'a introduit en 2015 en s'appuyant sur les lois Grenelle, et puis avec l'idée effectivement en fait, on a quand même une philosophie à Reims, c'est de ne pas contraindre les gens, et notamment sur les questions de transport, et d'essayer vraiment de valoriser les belles initiatives plutôt que de restreindre la liberté de circulation des uns et des autres. Alors avec la ZFE, c'est peut-être un peu plus compliqué, on y reviendra, mais voilà, le disque vert, c'était ça, c'était de donner un bonus finalement aux véhicules qui sont les plus propres. Donc concrètement, c'était les véhicules, enfin c'est toujours, c'est GNV, GPL, c'est les flex fuel, c'est évidemment les véhicules électriques, et puis c'est toujours les véhicules diesel et puis essence, mais qui ont un taux de rejet qui est inférieur à 90 grammes par kilomètre. Donc on est resté sur cette base-là, et simplement, effectivement, on est passé, en 2015, on avait à peu près 300 véhicules qui étaient concernés, qui étaient venus s'inscrire, et on est aujourd'hui à un petit peu plus de 1200 qui disposent de ce disque vert, et qui du coup peuvent se garer gratuitement 2 heures par jour. Voilà. Et ça, vous voyez une progression d'utilisation du disque vert? Oui, il y a une progression. Ouais. Il y a à la fois une progression, ce qui est évidemment une bonne chose, mais il y a aussi l'idée, nous, de se dire, bon, bah, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réévalue les choses et qu'on change peut-être les... Enfin voilà, on est dans une réflexion un peu globale sur la question de stationnement sur notre territoire, mais plus spécifiquement sur ce disque vert, on se demande s'il ne faut pas revoir les critères peut-être, parce que les véhicules aussi progressent de leur côté, et donc les 90 grammes, voilà, est-ce qu'il ne faut pas les revoir aussi? Très bien. Guillaume Terny, je voudrais savoir un petit peu comment vous opérez dans les différentes régions sur lesquelles vous faites circuler vos véhicules, notamment dans la région comme Strasbourg, par exemple, qui met en place ces fameuses zones de faible émission, mobilité actuellement. C'est une contrainte, Non, on ne peut pas dire que ce soit une contrainte, justement, parce que je pense qu'on est tous convaincus de l'intérêt de la démarche. Et voilà, après, c'est la façon dont les choses la façon dont les choses se déroulent, et les échéances qui sont fixées par étapes, etc. Pour l'instant, à Strasbourg, on est sur un parc de cars qui est pas tout jeune, qui a besoin de toute façon d'être renouvelé. En 2019, en novembre 2019, on a passé l'ensemble du parc au GTL. Donc avec un gaz to liquid. Oui, tout à fait. Donc un gain surtout pour les plus vieux des véhicules, enfin un gain, voilà. Un gain vertueux, mais par rapport aux objectifs de ZFE de l'Eurométropole de Strasbourg, le passage au GTL, même si la directive européenne véhicules propres considère que ce sont des véhicules propres, c'est un car qui roule au GTL ne sera pas autorisé à rentrer dans l'Eurométropole, parce que c'est vraiment, on est sur le zéro gasoil au sens de la vignette critère. C'est ça. Donc voilà, c'est vignette. Les vignettes critères 2 et plus seront interdites. Donc là, on parle bien de... Alors pour expliquer un petit peu, le GTL, c'est donc ce qu'on appelle du gas to liquid. C'est donc un carburant synthétique, un diesel synthétique qu'on obtient à partir du gaz, qu'on le transforme en liquide et qui est parfaitement miscible avec, et c'est ce qu'on appelle aussi le HVO, sauf que là, il est obtenu non pas à partir de la biomasse, mais à partir du gaz. Et il est parfaitement miscible avec le diesel, ce qui fait que
Aujourd'hui, le législateur dit on ne peut pas savoir exactement ce qui est mis dans les réservoirs entre du GTL ou du gaz, du gasoil, pardon, ce qui fait qu'on est limité en ce moment dans les vignettes critères. Je voudrais revenir vers vous, Jean-Marie Chauvet, juste savoir quelles sont les applications concrètes au niveau du transport aujourd'hui qu'on peut citer comme résultat des actions que vous menez. Alors, on évoquait le concept de bioraffinerie. Une bioraffinerie, c'est un lieu, en tout cas pour notre bioraffinerie, où on produit à la fois des aliments pour les hommes, pour les animaux, des produits pour la chimie, mais aussi des biocarburants. Alors, pour ce qui concerne notre site, ce que l'on produit à destination de la carburation automobile, c'est de l'éthanol. Alors bien sûr, l'éthanol, on le voit plutôt pour l'automobile au travers du E5, E10, E85. D'ailleurs, dans la région, la première pompe a été installée dans la région, et c'était pas tout à fait un hasard en 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement, enfin c'était à peu près à ce niveau-là. Donc on est plutôt, nous, orientés essentiellement donc, vers les biocarburants, pour ce qui nous concerne plutôt vers l'éthanol, mais pas seulement. Parce qu'en fait, on développe, on a une technologie un peu au cœur de la bioraffinerie, qu'on appelle de façon générique les biotechnologies industrielles. En fait, c'est le pouvoir des micro-organismes, je dirais. C'est-à-dire que l'éthanol est produit par une levure, vous donnez à une levure du sucre, et le sucre, il le transforme enfin, la levure transforme le sucre en alcool, et puis on distille pour obtenir de l'éthanol à 93, 80, jusqu'à 99% une fois qu'on fait une déshydratation derrière. Donc on est plutôt orienté. Les micro-organismes produisent classiquement, et c'est très mature aujourd'hui, de l'éthanol, mais dans le cadre de partenariats, de relations qu'on a avec le Génopôle à Évry, on travaille aussi sur des micro-organismes qui sont capables de produire d'autres produits. Le butanol, par exemple, qui peut être aussi intéressant par rapport à l'éthanol parce qu'il a un pouvoir calorifique plus important. Oui. Donc on pourrait à la limite améliorer le rendement. Hein, et puis surtout la distance, la consommation. Voilà, excusez-moi. Donc on travaille sur des sujets comme ça. Il y a aussi, on héberge une start-up qui s'appelle Global Bioénergie et qui produit à partir de sucre directement des hydrocarbures. Ça c'est vraiment, alors on anticipe peut-être sur la suite, mais c'est vraiment une piste pour l'avenir. C'est d'être capable de produire à partir de micro-organismes et de sucre des hydrocarbures. Alors ça, c'est possible parce que la science nous a permis de programmer les micro-organismes, ce qui ne se fait pas de façon tout à fait naturelle. Mais ça se fait donc dans des fermenteurs. Donc ça, c'est quelques pistes pour l'avenir. Autre piste, finalement, j'anticipe un peu, enfin, vous me dites ce que vous faites, mais ce qu'on fera, parce qu'en fait, tout est un peu lié. On a aussi travaillé sur la possibilité de s'inscrire dans les carburants de seconde génération. Donc la première génération qui fonctionne très bien, c'est produire de l'éthanol à partir de blé ou à partir de betterave. Quand je dis de blé, c'est à partir du grain de blé ou à partir de la betterave. On peut aussi utiliser les coproduits du blé et de la betterave, mais quand on parle de deuxième génération, on pense plutôt à la paille ou au bois, c'est-à-dire la cellulose, pour faire du sucre et de l'éthanol. Eh bien, on a hébergé sur notre site pendant 10 ans le programme Futurol, le projet Futurol. Et nous avons travaillé avec Total, avec IFPEN, avec l'ensemble des acteurs pour se préparer à la mise en place d'une filière qui viendrait compléter. Notre vision, c'est vraiment de compléter. C'est pas de remplacer, c'est de compléter. Hein. Essayer de pousser un peu les limites en utilisant d'autres ressources. Donc on travaille à la fois sur la production, donc l'amont, et puis sur l'aval, et peut-être même demain. Alors là, on sort du transport routier, mais on s'aperçoit que l'éthanol prend aussi beaucoup d'intérêt pour l'aviation. Et il y a des programmes internationaux qui s'appellent Alcohol to Jet. Il s'agirait de convertir l'alcool qui est déjà disponible en butène, par exemple, et le faire rentrer directement. Oui, c'est ça, puisque a priori l'éthanol est l'énergie, le biocarburant le plus disponible à travers la planète. Il est disponible. Hein. Ouais. Alors,
vous me posez la question par rapport à nous, ce qu'on fait nous localement, mais indirectement, par exemple, avec nos amis de l'école centrale, on est sur des projets de production d'hydrogène à partir de biomasse. Enfin, de la coupe aux lèvres, il y a encore un petit peu de chemin. Hein. Et puis, on a d'autres collègues qui, eux, vont plutôt travailler sur le biodiesel, alors, ou sur la deuxième génération, type Fischer-Tropsch, pour faire du diesel de seconde génération. Voilà, donc ça ne se fait pas chez nous. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas opposer ces différentes voies. Je crois que les champs sont larges. Bon, il faut veiller, bien sûr, aux compétitions d'usage, bien sûr, sur l'alimentaire, non alimentaire, la problématique des sols, l'utilisation des sols, et même entre les filières, et voilà, arriver à complémenter, enfin, plutôt avoir une vision intégrée dans les territoires en fonction aussi des possibilités des territoires, plutôt que de chercher à opposer les filières. Et ça correspond bien à ce qu'on disait, c'est qu'il n'y aura pas un carburant qui remplacera, substituera intégralement aux autres, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites et d'innovations à venir. Est-ce que, avant que nous clôturions cette première table ronde, il y avait des questions dans la salle ? Merci beaucoup. Bonsoir, Antoine Parjois. J'ai une question pour mesdames Miller et Desvéronières au sujet des infrastructures pour l'avitaillement de biogaz notamment. Aujourd'hui, le plus gros frein pour les transporteurs dans le Grand Reims, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc c'est le plus gros frein. Je voulais savoir si le Grand Reims serait porteur de projets, puisque les énergéticiens seuls, les distributeurs comme Total et les autres, ne portent pas les projets, ou en tout cas sont très ralentis. Je voulais savoir si le Grand Reims avait des moyens d'action, ou éventuellement, alors je sais que vous ne vouliez pas étudier la piste de la mise en commun, par exemple, des stations pour la Citura avec les transporteurs privés, mais est-ce que vous avez d'autres pistes de développement pour ces infrastructures-là ? Alors, on est en train d'y réfléchir. Je n'ai pas de réponse à ce jour. Nous sommes en train de voir comment créer le début de ce cercle vertueux, en fait. Mais il faut voir en fait quels sont les besoins. Donc il y a eu des rendez-vous en fait avec vous avez eu des rendez-vous avec les transporteurs en fait pour étudier quels étaient les besoins. Effectivement, on a vraiment vu que c'était le besoin primordial, mais à ce jour, on ne l'a pas. En revanche, nous réfléchissons à un schéma directeur des énergies renouvelables et on intégrera cette demande bien sûr. Mais à ce jour, non, je suis désolée. Entendu, merci beaucoup. Merci pour votre réponse. J'ai oublié quelque chose qui me semble important quand même. Un détail très important, Jean-Marie Chauvet. Je vous posez la question, ce qu'on fait, donc je crois que faire de l'éthanol c'est une chose, mais le faire de façon durable, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup travaillé pendant les 10 dernières années pour limiter la consommation d'eau utilisée pour faire l'éthanol. On a limité aussi la consommation d'énergie. Je crois que c'est un aspect très important. Donc nos industries ne sont pas statiques. Et on a des points de référence. Par exemple, pour Cristanol, qui est l'usine d'éthanol sur Bazancourt, on fait 300 000 tonnes. C'est quand même, au passage, c'est pas une petite usine. Elle s'est beaucoup basée sur l'expérience d'une usine qui est Arcis-sur-Aube. Et on a vraiment des comparaisons sur 20 ans des consommations utilisées. Donc je crois que c'est important de dire que voilà, faire l'éthanol c'est une chose, mais le faire bien et de façon durable c'est encore autre chose. Et ça exige beaucoup de travaux, d'investissements de la part des entreprises. Merci beaucoup pour cette précision. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la deuxième partie, à savoir les plans de relance. Donc quelles innovations pour construire la mobilité durable en région Grand Est. Laure Miller, je voudrais vous poser une question, à savoir, on va avoir une obligation dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants à l'horizon fin 2024 de mettre en place ces fameuses ZFE, ces zones à faible émission. Comment est-ce que vous imaginez accompagner les professionnels dans la mise en place de ces ZFE ? Effectivement, alors nous on a fait le choix de mettre en place la ZFE de manière progressive, mais du coup de commencer dès maintenant. C'est-à-dire que depuis le 1er septembre de cette année, la zone à faible émission est officiellement en place à Reims. Et effectivement, du coup, on est un peu en avance entre guillemets sur la loi, mais de toute façon, on sait qu'entre guillemets ça va nous tomber dessus. Et donc l'idée, c'était quand même déjà de répondre à un enjeu de santé publique parce qu'on est épinglé par un contentieux. Le territoire rémois est épinglé par un contentieux depuis
depuis maintenant de nombreuses années, donc on devait faire quelque chose. Et comme vous l'avez rappelé au début, en matière d'émissions de CO2, les transports représentent une part non négligeable, mais en matière aussi, pour ce qui nous concerne, d'émissions de dioxyde d'azote, pour le coup, c'est plus de moitié. Donc c'était le vivier principal pour pouvoir réduire finalement les polluants sur notre territoire, raison pour laquelle on l'a mis en place. Et effectivement, le maire de Reims et la présidente du Grand Reims avaient l'idée vraiment de faire les choses de façon le plus pragmatique possible. Donc on n'est déjà pas dans une ZFE type Paris ou type Strasbourg, on est neutre énergétiquement finalement. C'est-à-dire vraiment, on ne veut pas ostraciser le diesel, on veut pas toucher à ça. On répond juste, enfin en tout cas on se fonde juste sur les vignettes critères puisque c'est la règle, en fait on n'a pas vraiment le choix. Mais voilà, il n'y a pas de volonté d'aller plus loin que la loi. Donc si un jour on nous demande d'aller au-delà, on le fera. Mais nous on ne souhaite pas en venir là sur le territoire rémois. Et donc effectivement on veut aussi aider au renouvellement des véhicules. Le but d'une zone à faible émission, c'est vraiment d'accélérer le renouvellement des véhicules sur un territoire donné. Donc c'est ce qu'on veut faire. Simplement il faut accompagner effectivement. Néanmoins, une fois que la ZFE est en place, oui, vous avez une certaine attitude pour définir la stratégie que vous allez appliquer, à savoir à quelle échéance vous allez interdire ça. On a le cadre général qui nous est imposé. On avait d'une part le choix du secteur de la ZFE. Donc ça, on a travaillé avec l'association Atmo Grand Est, qui est l'association qui surveille la qualité de l'air, qui existe partout dans toutes les régions françaises. Et c'est avec eux qu'on a essayé de modéliser pour voir finalement quel était le territoire idéal pour réduire la pollution sur notre territoire. En l'occurrence, nous, on est vraiment, on a des dépassements réglementaires sur les dioxydes d'azote sur vraiment des petits secteurs c'est assez étonnant finalement que Reims. Et quelle est la raison pour laquelle des ZFE, une ZFE était mise en place? On est un territoire quand même, on est une ville très dense. Ouais. On a aussi une autoroute quand même qui traverse la ville, ce qui est quand même pas commun. Et donc voilà, on a des boulevards, quelques boulevards qui finalement subissent ces dépassements réglementaires, mais c'est finalement un petit territoire. Il y a une population concernée par la pollution qui est très faible, raison pour laquelle, à la différence là encore d'autres territoires qui ont mis en place une ZFE, on n'a pas toute la collectivité, toute la commune, encore moins les communes limitrophes qui sont concernées. On voit que beaucoup de ZFE en préparation ou déjà faites comme Paris et Strasbourg concernent vraiment l'intégralité de la ville. Si bien que vous pourrez demain plus rentrer si vous n'avez pas la bonne vignette critère. Aujourd'hui, nous, on est sur un centre-ville quand même très limité, avec donc les boulevards principaux qui sont effectivement concernés, mais on avait cette volonté de dire, vous pourrez quand même toujours accéder à la ville, et pour accéder au centre-ville, il y a un report modal qui est quand même plus facile à faire que lorsqu'on a toute la ville qui est concernée. C'est le premier point sur lequel on avait notre mot à dire. Et le deuxième point, c'est effectivement sur le type de véhicules concernés. Il y a effectivement des ZFE qui ne prévoient que des restrictions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds, et pas pour les véhicules légers. Nous, encore une fois, on s'est fondé là encore sur les chiffres, et certes, un poids lourd pollue peut-être plus qu'un véhicule léger, quand on les compare tous les deux. Seulement la quantité de véhicules légers comparée au nombre de poids lourds fait qu'il fallait en fait inclure tous les véhicules si on voulait avoir une ZFE efficace. Monsieur Tierney, donc on parle de ZFE, donc ça veut dire que ça va faire appel à des véhicules avec une technologie particulière. On sait que... Alors attention, il faut bien se mettre d'accord, les ZFE, ça ne veut pas dire que tous les véhicules doivent être critère 1. Et puis il va y avoir des stratégies. On sait qu'à Paris, par exemple, fin 2024, il n'y aura que des critères 1. Ce n'est pas vrai dans toutes les villes de France. On sait simplement que fin 2024, toutes les agglos de plus de 150 000 habitants auront dû mettre en place des ZFE. Concrètement, comment ça se passe, par exemple, quand on décide de prendre un autocar au GNV? C'est quand même, on change des habitudes pour faire le plein, pour faire la maintenance, probablement pour la conduite. Comment c'est reçu par les équipes, ce changement? Et alors, je ne parle pas bientôt des véhicules électriques. Alors, les véhicules électriques, pour l'instant, au niveau des cars, il n'y a pas d'offre qui permettent, avec tous les cars qui convergent sur Strasbourg. Et donc, la possibilité d'avitailler l'ensemble des cars à Strasbourg, donc d'avoir une station qui soit suffisamment bien dimensionnée pour faire le plein de tous les cars. Et donc, on peut passer là-bas au 100% GNV. Ce ne sera pas le cas sur le territoire des Ardennes,
où on a des cars qui sont sur l'ensemble du territoire et où compte tenu des investissements qui sont induits par le passage au GNV, et en particulier les créations de stations, ne serait pas pertinent. On ne va pas construire une station GNV, même de petite taille, pour avitailler 3 cars ou faire des dizaines, des centaines, des milliers du coup sur l'année de kilomètres à vide pour aller faire le plein. Donc ça, c'est une première différence. Ce qui est important aussi, et donc ça va obliger le territoire et donc des Ardennes et donc la RDTA à faire ce mix énergétique et à explorer d'autres pistes. Quand il y a eu l'année dernière le reconventionnement de l'ensemble des circuits scolaires sur le département des Ardennes, l'ensemble des transporteurs a dû s'engager sur du zéro gasoil en 2024. Voilà, donc forcément, bien évidemment, la RDTA sera à ce rendez-vous-là et on regarde dès maintenant les différentes pistes qui peuvent se présenter, notamment HVO, Bessan, etc. Et donc les formations qui iront et l'adaptation des ateliers. Voilà. Et là, c'est alors sur l'atelier, oui, il y a pas mal de changements. Mais enfin, je veux dire, c'est bien reçu par vos équipes. C'est quelque chose qui est oui, comme clivant, comme je disais, c'est en tout cas sur le projet qui a été mené pendant 1 an et demi à la RDTA, ça vraiment, c'était le projet d'entreprise. Hein, voilà. La maintenance, voilà, parce que forcément, il fallait accompagner la création de la station, mais il fallait aussi prévoir tous les changements à l'atelier, les mises aux normes, ATEX, etc., les conducteurs qui vont être les utilisateurs finalement du matériel. Donc ça a vraiment été un projet qui a mobilisé, fédéré les équipes dans une bonne dynamique et tous conscients que, encore une fois, c'est un point de départ pour aller plus loin. Et là, notre objectif, il est d'aller au plus près des méthaniseurs. Et donc il y a un projet qui est bien identifié à Rethel, en liaison avec les agriculteurs, des transporteurs de marchandises, potentiellement d'autres transporteurs de voyageurs, pour créer une station où là on aura du bio-GNV, voilà, donc complètement vertueux. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Madame je vais juste quand même rajouter cette nécessité d'expérimenter, justement, par rapport à ce mix énergétique. C'est important d'expérimenter, de voir si le matériel correspond aux besoins d'exploitation, les éventuelles difficultés que ça peut poser. La CTBR, quand elle a expérimenté les premiers cars GNV, enfin les premiers, en tout cas, voilà, oui, ça devait faire partie à peu près des premiers. Le car ne montait pas au Mont-Saint-Odile. Ah oui. Voilà. Ah oui. Quand on est passé au GTL, au mois de novembre, 2 semaines plus tard, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus un seul Webasto, là, les chauffages additionnels. On n'en avait plus un seul qui fonctionnait parce que la flamme créée par le GTL n'est pas de la même couleur que celle du gasoil et ne déclenchait plus. Bon, voilà. Donc, oui, tout à fait. Quand on peut éviter ce genre de problème, en amont, c'est mieux. Très bonne remarque. Madame Desvéronières, juste, qu'est-ce qu'on peut, dans le cadre de la décarbonation, qu'est-ce qu'on peut dire des actions de la ville de Reims, de l'agglomération, sur le renouvellement de parc au profit d'un parc plus vert, le déploiement d'infrastructures, par exemple? Alors nous allons avoir beaucoup de chantiers à mener parce que aujourd'hui, là, Jean-Marie, vous parlez tout à l'heure du biocarburant ou de l'agrocarburant de première génération et de deuxième génération. On a beaucoup de recherches et développements qui sont faites sur le territoire et c'est une grande chance. Et c'est vrai que je pense que l'intérêt pour vous, en fait, en tant que chef d'entreprise, c'est le prix, en fait. Parce qu'il y a moins de taxes sur ces... là, c'est par exemple le 85, c'est 0,599. Vous imaginez quand vous avez même s'il y a une surconsommation, en fait, quand on utilise des agrocarburants ou des biocarburants, mine de rien, à la fin, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on n'a pas encore les solutions aujourd'hui parfaites, mais les solutions, comme on disait tout à l'heure, doivent être adaptées, proportionnées à vos besoins. Donc je pense que d'abord, il faut définir vos besoins et ensuite, vous pouvez éventuellement vous tourner vers
vers des sachants et demander éventuellement quelles sont les aides que vous pouvez avoir. Mais d'abord, il faut voir si, par exemple, vous avez un bus scolaire, on en parlait hier, un bus scolaire, parfois, va faire moins de 100 km par jour. Donc, il n'a pas forcément besoin d'avoir des capacités qui sont bien supérieures. En revanche, aujourd'hui, nous avons des aides qui viennent de partout, en fait, en Europe. L'État met en place des aides. Là, ils viennent d'accepter le rétrofit sur les aides pour les transporteurs. C'est-à-dire que avant, ils proposaient une aide que sur les véhicules neufs, avec mise au rebut de l'ancien. Aujourd'hui, vous allez pouvoir regarder en fait sur les derniers textes en fait pour voir que vous allez pouvoir mettre des solutions de rétrofit. Nous, sur le Grand Reims, nous avons choisi d'aider les TPE et les PME, donc jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés, pour l'achat de véhicules neufs et pour pallier la différence entre un diesel classique et une technologie beaucoup plus contemporaine et moins émissive en émissions de gaz à effet de serre et en particules. Sachant qu'il faut bien que vous ayez à l'esprit que c'est pas parce qu'on achète un véhicule électrique qu'il ne pollue plus, parce que je pense qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit que le véhicule pollue sur sa durée totale de vie. En fait, il ne faut pas seulement le prendre lorsqu'il consomme. Il a été conçu dans d'autres pays, ça utilise beaucoup de métaux rares, et même quand on l'utilise juste en fait chez nous, il émet tout de même des particules avec les freins et les roues qui sont sur les routes, et donc du coup c'est pas parce qu'on a un véhicule électrique qu'on a un véhicule pas polluant. C'est pas parce qu'on utilise du biocarburant qu'on va pas polluer non plus. Il n'y a pas de solution parfaite. On recherche les solutions, et je pense que c'est en travaillant ensemble, c'est-à-dire vous et nous, en se disant, bah voilà, j'ai tel problème qu'on peut, et nous aussi vous dire, bah moi j'ai une contrainte, qu'on va pouvoir avancer ensemble. On va pas trouver la solution parfaite. N'hésitez pas à venir, Laure et moi, on peut en parler et voir comment on peut avancer ensemble. Ça ira peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais on est là pour faire évoluer notre économie et notre santé, surtout parce que d'abord, on parle de santé humaine. Ben ça, voilà un beau message. Monsieur Chauvet, je voudrais juste avoir une petite réflexion dans le cadre du plan de relance et notamment du Green Deal européen, de tous ces plans nationaux, internationaux. Comment ça se passe au niveau du cofinancement de vos activités ? Quel est le développement que vous y voyez dans les prochaines années ? Alors, les activités de recherche, d'une façon générale, sont... Enfin, quand on fait de la recherche, on cherche souvent aussi un peu à se faire aider, si je puis dire. Bon, la recherche publique, en général, est aidée à 100%, mais même la recherche privée peut bénéficier de soutien. Alors bon, avant de parler du plan de relance, on a le crédit impôt, qui est quand même, en France, quand même plutôt très utile pour un certain nombre d'entreprises, quand elles peuvent y avoir recours. Voilà. Donc, accéder à des financements, c'est essentiel, parce que c'est toujours difficile d'évaluer le point de retour d'une activité de recherche. Alors souvent on dit on ne fait pas de recherche, bon, les entreprises qui ne font pas de recherche en général elles vont moins vite, mais dire ce qu'apporte la recherche à 5-10 ans, c'est parfois difficile. Donc la recherche de soutien est presque... oui, enfin, c'est presque constitutif de l'activité de recherche, et de plus en plus de chercheurs passent une partie de leur temps d'ailleurs à chercher des fonds pour mener à bien leur projet. Alors effectivement, il y a le Covid, il y a le climat, donc tout ça a lancé un peu des plans de relance un peu dans tous les sens. Alors le Green Deal a plutôt un objectif de neutralité carbone, alors les transports, mais ça concerne tous les aspects. Le Green Deal, c'est à la fois des aides aussi à la recherche au travers d'Horizon, enfin du programme Horizon. Alors nous, on a la chance dans notre région d'avoir le pôle de compétitivité IAR qui a maintenant comme mission d'aller véritablement aider les entreprises à accéder aux fonds européens. Bon, on a des fonds régionaux, mais qui ont aussi leurs limites, même s'il y a eu un beau volontarisme de la région Grand Est avec le Business Act, le Business Act Grand Est, et puis tout à l'heure vous parliez de charte, mais c'est même un contrat de filière maintenant sur les biocarburants, assorti de moyens qui vont être alloués à ces travaux de développement autour des biocarburants. Voilà. Donc
les fonds régionaux sont là. Au niveau national, il y en a aussi un petit peu. Mais je pense que c'est véritablement au niveau européen maintenant qu'il faut les chercher. D'autres pays se sont mieux armés que nous depuis des années pour aller chercher des fonds européens. Bon, je passe sur le fait que souvent, il y a une barrière de langue. Parce que si les Anglais sont partis, ils nous ont quand même laissé leur langue. Et donc, parfois, les Français ont plus de mal à les mobiliser des fonds européens que de nos amis néerlandais, par exemple, ou scandinaves. Donc là, il y a vraiment un travail, et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur notre pôle IAR. Et puis, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, auxquels d'ailleurs nous avons participé, comme des joint undertakings, donc des partenariats publics-privés entre la Commission européenne et puis des associations industrielles, autour justement de la bioéconomie. Hein. Mais la bioéconomie, c'est pas que les biocarburants, mais c'est aussi les biocarburants. C'est vrai que ce soir, on a plus focalisé là-dessus, mais on travaille sur d'autres sujets. Pour la chimie aussi va décarboner. Et on peut aussi accéder à la chimie par des produits d'origine végétale. Et de plus en plus, d'ailleurs, on voit tous les grands chimistes se positionner sur ce sujet. Donc voilà, donc on a, alors les moyens, il faut arriver à les trouver, il faut trouver le bon chemin. Souvent, il faut aussi trouver des partenariats. Mais j'ai vu que Scania travaillait aussi sur la bioéconomie avec le groupe Avril, avec une initiative européenne qui s'appelle Bio Advantage. C'est ça. Voilà. Et le groupe Avril avec Engie. Voilà, enfin, Engie, effectivement, c'est des partenariats qui sont liés. Je voudrais, Monsieur Tierney, vous poser une dernière question. Si vous deviez faire un petit retour en arrière sur votre expérience de développement ou de verdissement du parc, quels ont été les obstacles finalement et les points forts que vous y avez trouvés? Si par exemple je devais développer et verdir mon parc, quels conseils me donneriez-vous? Ça va dépendre des territoires, une fois de plus. Réellement sur la création de la station dans les Ardennes, on n'a pas eu de difficultés majeures. On avait la chance d'avoir en plus dans l'entreprise un responsable maintenance qui maîtrise parfaitement la technologie et qui a assuré la coordination de l'ensemble des métiers et des entreprises qui sont intervenues. Là, sur mes fonctions, la vraie problématique, elle est plus liée au territoire et c'est en lien avec la question qui a été posée tout à l'heure. Et donc la problématique sur Reims est au moins la même à Strasbourg. C'est la question de quand on veut construire une station GNV, où est-ce qu'on a du foncier. Voilà, et les délais qui font que c'est absolument énorme. Alors on a réussi à louer un terrain qui est relativement bien positionné. Par contre, pour la station GNV, on est obligé de restreindre la taille de la station pour rester sur le régime déclaratif et non pas sur celui de l'autorisation qui nous ferait prendre 18 mois de délai supplémentaire et qui ferait que on aurait des cars qui resteraient sur le parking pendant 18 mois. Voilà, c'est quand même pas génial. Donc on reste sur le maximum du régime déclaratif et après la difficulté c'est d'adapter son exploitation, sa production pour faire des pleins les plus linéaires possibles et puis laisser le temps aux bouteilles de se recharger dès qu'il y a un pic. Voilà. Donc, tout ça, on verra encore mieux avec l'électrique probablement de pouvoir assurer cette gestion, ce ravitaillement, ce réseau de ravitaillement et la question se posera forcément de savoir où avitailler en tête de ligne, fin de ligne, et puis selon la distance, voilà, et des équipements à mettre en place. Laure Miller, vous aviez une petite réflexion, je vous voyais. Si. Non, c'est parce que je rajoutais, il y avait effectivement la question du foncier, il y avait aussi la question du coût, parce que c'est aussi un frein aujourd'hui, mettre en place une station GNV sur le territoire, voilà, faut savoir qui paye, d'où la question un peu de la mutualisation avec notamment un réseau de transport en commun qui est à l'étude, qui pourrait nous permettre d'avoir une station digne de ce nom, mais qui soit mutualisée qui servent à tout le monde, quoi. D'accord. Justement, Monsieur Chauvet, une dernière question pour vous, mais je crois que vous en avez une avant, ou une réflexion. On parlait de... J'ai bien aimé l'approche territoire. C'est vrai que je pense qu'il y a des problèmes globaux et puis les solutions, il faut aussi les trouver dans les territoires en fonction de ses atouts. Et un problème ne se pose pas, les solutions ne sont pas forcément les mêmes en fonction de l'endroit où on se trouve.
il y a des essais, par exemple, avec Scania et le D95. Par exemple, on n'a pas parlé de l'ED95, je crois que vous l'évoquerez peut-être tout à l'heure, mais c'est une solution qui peut être adaptée, par exemple, je pense à Cristal Union, puisque je travaille avec cette structure-là, mais Tereos aussi travaille sur le sujet, pour utiliser pour les camions de ramassage de betteraves, par exemple, dans un rayon relativement faible. Et Cristal Union a décidé, un projet de créer justement une station pour élaborer ce ED95, puisqu'il faut rajouter juste 5% d'un master batch, voilà, et puis de pouvoir éventuellement organiser une petite distribution. Alors bien sûr, tout ça, ça se fait dans le cadre de flottes captives. D'accord, il y a M. Wouch qui est ici, qui exploite un véhicule, le D95, un véhicule Scania. Alors justement, dernière question pour clôturer cette table ronde. Est-ce que d'après vous, on va voir émerger une technologie, un carburant dans les années qui viennent? Enfin, il y a quand même 7,2 milliards d'euros qui sont investis dans l'hydrogène dans les 10 années qui viennent. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la solution parfaite? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre boule de cristal? Qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on arrive... Enfin, il y a un concept qui était déjà théorisé depuis assez longtemps, c'était le concept de la polyénergie. Je crois que le pétrole a longtemps été une énergie extrêmement dominante. Ça nous a permis d'ailleurs d'avoir des développements formidables. On ne peut pas non plus se plaindre d'avoir pu utiliser ce pétrole. Ça nous a amené beaucoup de choses. Mais depuis une quarantaine d'années, on se dit mais on va aller maintenant vers la polyénergie. Je crois qu'on va vers des polysolutions. Il n'y a pas de solution unique. Et j'ai dit tout à l'heure encore, je pense que cette notion de territoire va aussi jouer. Par contre, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des solutions qui se combinent, qui peuvent s'hybrider aussi. Je vois par exemple, j'avais vu il y a 10 ans aux États-Unis un hybride plug-in, donc qu'on branche, mais flex fuel. Alors ça y est, on y arrive aujourd'hui. Ben, je trouve que c'est intéressant cette double hybridation, si je puis dire. Donc je crois beaucoup qu'on va aller vers ce genre de choses. Et une chose intéressante, c'est dans le domaine des biocarburants. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut noter que les carburants sont définis par leur teneur en biocarburant, puisque si on est à la pompe, c'est E5, c'est-à-dire éthanol 5%, E10, E85, B7, etc. Donc c'est vraiment rentré, d'abord, on peut s'en réjouir, c'est rentré dans la... C'est une contribution, hein, je crois que c'est important, hein, c'est-à-dire que ça ne sera pas la solution unique, il n'y aura pas un seul biocarburant, et d'une façon générale, les biocarburants ne pourront pas satisfaire l'ensemble des besoins. Donc ça ne peut être que de toute façon une contribution. Mais je crois que le monde de la technologie nous ouvre encore beaucoup de possibilités. Je l'évoquais tout à l'heure avec la biologie dite de synthèse qui nous permet aujourd'hui de fabriquer un produit d'origine pétrolière par fermentation. C'est quand même tout à fait nouveau, ça. Donc multiplicité des solutions. On a un exemple avec le véhicule qui est dehors, qui est un véhicule à la fois hybride, donc électrique et diesel ou biodiesel. Et puis, importance des territoires. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle avant que nous clôturions cette table ronde. Non, pas de questions. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier, vous qui avez participé à cette table ronde, d'abord pour l'apport que vous avez pu faire et l'éclairage que vous avez donné, l'expertise que vous représentez, et puis la disponibilité dont vous avez fait preuve pour venir nous rejoindre. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir.